Merci Madame la Présidente et merci chers collègues pour vos nombreuses questions qui illustrent bien l'enthousiasme que nous avons tous pour traiter cette question absolument fondamentale. Donc, je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous. Donc, Madame la Présidente, posez la question finalement. La question c'était quel est l'équilibre qu'on doit trouver entre finalement fixer des objectifs et laisser faire et être dans un mode dans lequel on pilote de manière plus fine. Donc effectivement alors, difficile de répondre à cette question. Il faut trouver ce fin équilibre qui doit se voir de manière je dirais régulière entre effectivement des objectifs contraignants et laisser l'innovation et l'énergie se déployer pour résoudre les problèmes. Donc je pense que c'est sans doute l'intelligence de la gouvernance qui doit trouver ce bon équilibre. Et effectivement, toujours être dans une situation dans laquelle effectivement la transition énergétique elle est plus difficile pour certains que pour d'autres. Effectivement, si on produit beaucoup de charbon, enfin on utilise beaucoup de charbon, c'est beaucoup plus difficile quand on n'en produit pas. D'où finalement le nécessaire accompagnement dans des transitions qui sont forcément longues, mais qui doivent être pensées dans un horizon, effectivement, à 50 ans. Et c'est vrai que ça peut être décourageant, mais finalement, 50 ans pour la planète, c'est pas grand-chose. Et donc, et je rappelle un chiffre qui est intéressant, c'est que si l'humanité arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, en 50 ans, on reviendrait au taux de carbone dans l'atmosphère pré-industriel. Donc finalement, c'est à la fois un objectif colossal, mais finalement, c'est quand même atteignable. Donc on n'est pas dans quelque chose dont on se dit c'est impossible à atteindre. Cher Michel, donc tu me questionnes sur le caractère opérationnel des choses. Donc je pense que le premier point, c'est effectivement la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, l'efficacité énergétique, je pense que c'est dans le premier domaine dans lequel on doit travailler. Donc je rappelle que dans le grand plan d'investissement au niveau français, il y a 15 milliards qui sont prévus pour le soutien justement, notamment à l'isolation thermique des bâtiments, à commencer effectivement par les bâtiments publics. Donc il faut mettre en place ces moyens financiers et pour ce faire, il faut à la fois il faut qu'on soit peut-être un peu plus souple, un peu plus agile dans l'autorisation de mettre en place cette isolation des bâtiments. Alors évidemment, il faut être conscient, effectivement, dans des zones historiques, on va pouvoir moins isoler les bâtiments que dans des zones plus modernes. Et je pense qu'il faut effectivement, il faut que pour les particuliers, les administrations, il faut les aider. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme l'énergie, le coût de l'énergie n'est pas encore assez cher parce qu'il n'inclut pas finalement le coût de la pollution et le coût du réchauffement, l'énergie, effectivement, est peu chère. Effectivement, comment motiver les propriétaires, surtout modestes, à aller investir dans l'isolation? C'est là où, effectivement, la puissance publique au niveau des États et au niveau européen est là pour aider. Et je pense que ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir accompagner notamment les particuliers, voire même les entreprises, avec des personnes, des sociétés d'ingénierie qui ont les compétences pour effectivement dire, voilà, faites ça d'abord, faites ça ensuite, pour qu'effectivement le retour sur investissement collectif soit le plus important possible. Donc je pense qu'il faut beaucoup d'expertise, et donc d'où l'importance effectivement de former des gens qui peuvent faire des diagnostics thermiques, qui peuvent proposer des plans de rénovation crédibles, parce que malheureusement souvent il y a des gens qui se parent de technicité alors en fait qui n'en ont pas. Donc je pense, et ça je veux dire, l'État, les agences de l'État, les régions, l'ADEME peuvent jouer un rôle très important. Donc, premier point, c'est l'efficacité énergétique. Deuxième point, le développement d'énergie renouvelable. On a vu en France, on est en retard. Donc j'ai parlé des freins à la mise en œuvre par exemple, des parcs éoliens. Alors, il faut faire les choses en conscience par rapport aux impacts qui existent, qui sont réels, qu'il faut minimiser. Mais effectivement, on prend beaucoup trop de temps par rapport à d'autres pays. Donc là aussi, par rapport à tes questions, Carole, comment reconvertir des zones sur lesquelles on a des friches industrielles, c'est le meilleur endroit à utiliser. Et c'est là où la collectivité peut aussi inciter, encourager à la transformation dans le cadre de fonds européens qui peuvent être mobilisés ou de fonds au niveau des États qui peuvent être mobilisés pour ce faire et qui sont
Et ça répond aussi à la question, finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces zones? Effectivement, si on quitte le charbon et qu'on dit, écoutez, on va vous laisser sans rien, évidemment, les gens vont s'accrocher à la production de charbon. Et si on dit, écoutez, non, on va reconvertir le périmètre, on va installer des champs de panneaux solaires, on va installer des éoliennes, ça va faire des emplois à la fois pour le démantèlement des installations existantes et pour leur reconversion. Finalement, vous avez... je pense que les collectivités territoriales, les citoyens sont prêts à s'engager là. Mais il faut aider, il faut assister, parce que ça ne se fait pas tout seul. D'où l'importance de la mobilisation, finalement, des fonds européens. Je pense que le troisième point, c'est l'innovation. Tu as cité, finalement, le problème de l'énergie renouvelable, effectivement, c'est son intermittence. Alors déjà, le premier constat, c'est que on a une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, qui est l'électricité d'origine nucléaire, mais qui, en fait, en réalité, commence à devenir de plus en plus intermittente, parce que les centrales vieillissant, les contraintes de maintenance augmentant, on commence à arriver maintenant à la période où, après avoir eu un fonctionnement sans faille, c'est comme les vieilles voitures, à un moment donné, les pannes augmentent et finalement les installations sont plus aussi fiables qu'elles ne l'étaient. Donc, je dirais, il y a ce phénomène-là, il y a, ça a été souligné, l'importance de l'interconnexion entre les réseaux. Effectivement, on voit, si vous regardez, il y a une application fascinante qui est l'application RTE que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, qui vous donne à tout moment la quantité d'électricité produite en France et la quantité consommée. On voit, mais en ce moment, aujourd'hui, on exporte de manière régulière 10 gigawatts d'électricité par jour. Donc effectivement, il faut bien avoir les tuyaux pour effectivement électrique, pour transférer l'électricité d'un bout à l'autre de l'Europe. Et l'électricité voyageant à la vitesse de la lumière, on voit bien que effectivement, si le vent souffle un peu moins fort en mer du Nord, peut-être l'électricité produite sur des panneaux solaires en Espagne peut effectivement transiter de l'Espagne à l'Allemagne en une seconde. Donc l'investissement dans les réseaux est effectivement très important. Donc on voit que tout ceci requiert beaucoup d'intelligence, de pilotage, de réactivité. Mais aujourd'hui, on a les moyens techniques. Et je pense qu'en France, on peut se féliciter de faire qu'on a effectivement des systèmes de régulation d'électricité, de réseaux qui sont très performants. Et je pense qu'on a... là, l'Union européenne peut aider justement à rendre ces systèmes les plus interconnectés possibles en favorisant je dirais, le partage d'informations en temps réel. Donc... Ça renvoie peut-être à la question de l'innovation. Donc l'innovation, elle peut être justement dans ce partage d'informations en temps réel. On a parlé du stockage de l'électricité. Alors on parle beaucoup de la batterie, mais il y a beaucoup d'autres façons de stocker l'énergie électrique que des batteries. Il y a des tas de dispositifs auxquels on pense, ne serait-ce que quelque chose qui est très connu, c'est les barrages dans lesquels on va amener de l'eau la nuit lorsque effectivement on a de la capacité. Et le jour, on refait passer ça dans des turbines pour produire l'électricité. Il y a tout le domaine de l'hydrolien, où la France aujourd'hui fait partie des pays leaders, mais enfin il faut le rester. Et ça, l'hydrolien, a priori, il y a moins d'impact que effectivement mettre des éoliennes en plein champ ou même à l'extérieur, en pleine mer. Il y a tout le champ des éoliennes qui sont non plus fixées sur le pied de l'océan, mais qui sont flottantes. Et donc on peut mettre à des endroits un peu plus éloignés. Donc il faut absolument favoriser cette innovation. Ça doit être fait au niveau européen. Il faut qu'effectivement qu'on mette nos meilleurs universitaires, nos meilleurs chercheurs, nos fonds pour effectivement amorcer ces innovations. Et là, la puissance publique, effectivement, doit... malheureusement, aujourd'hui, la meilleure façon de produire de l'électricité, c'est d'utiliser le charbon. Voilà, ça, c'est le moins coûteux. Si on ne veut pas que ça coûte, il faut prendre du charbon. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, en fait. Donc l'innovation qui doit être soutenue. Je pense que le dernier point, mais alors, qui est plus, je dirais, culturel, c'est l'appropriation de chacun. Rendre chacun conscient du fait qu'il peut jouer un rôle à son niveau. Donc je pense là, ce qu'on peut faire au niveau des écoles, l'éducation à l'écologie,
hein, ce qu'on peut faire nous-mêmes, éteindre la lumière. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un système qui éteint la lumière pour nous. On éteint la lumière en sortant. On peut baisser les pièces moins... on peut avoir des pièces moins chauffées, etc. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites. Vous vous souvenez, dans les années 70, le premier choc pétrolier. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je pense qu'il faut renforcer toute cette éducation, cette modification. Alors ça, c'est plus de long terme. Mais je pense que ça peut être quand même quelque chose de porteur, hein, notamment pour les jeunes générations. Ça doit faire rêver, toutes ces nouvelles opportunités. C'est peut-être pas assez concret, hein, mais... Bon, cher Joachim, donc effectivement, je pensais déjà aborder la question de la performance énergétique et l'importance des politiques publiques. Dans le cadre des auditions, nous sommes allés à Strasbourg, où nous avons vu une centrale de production de chauffage urbain, donc déployée au niveau de l'Européen Métro de Strasbourg. C'était une association donc de chaudières biomasse, donc fans de maïs et copeaux de bois, et avec une chaudière gaz pour effectivement les moments où la demande était plus importante. Mais en fait, cette chaudière à gaz ne servait que finalement 20% du temps, et 80% de la production, c'était une énergie produite à niveau de la biomasse. Ce projet, il a pu se faire, ça a coûté 12 millions d'euros, il a pu se faire parce que la puissance publique a mis 4 millions d'euros de subvention. Et c'est ce qui a rendu le projet en fait compétitif. Donc on voit bien là, effectivement, il faut accompagner les opérateurs sur les territoires pour réussir la transition. Et je pense que ça, c'est un point important. C'est l'exemple que tu as donné, Nicole, c'est effectivement l'exemple du Morbihan. C'est sur les territoires que ça va se passer. C'est-à-dire qu'on peut concevoir au niveau national, au niveau européen, les politiques, mais c'est au niveau des territoires, des gens engagés, qu'on aide d'un point de vue financier, qu'on assiste d'un point de vue technologique, que l'on pourra avancer. Carole, effectivement, la reconversion des zones charbonnières est essentielle. Donc, effectivement, ça peut être vu comme quelque chose d'absolument catastrophique pour les populations, les gens qui travaillent dans ces régions. Mais si on en fait un projet positif, on va y arriver. Et je pense qu'on a également ce problème, ce débat autour de la reconversion des zones dans lesquelles on va fermer des centrales nucléaires, là aussi. Là aussi, il faut voir ça comme une opportunité. On sait qu'on va devoir en sortir à un moment donné. Les centrales n'ont pas une durée de vie éternelle. Donc, de toute façon, ça viendra. Donc, on dit mieux vaut tard que jamais. Et à ce moment-là, justement, transformons ces zones en nouveaux territoires sur lesquels qui peuvent être exemplaires en termes de nouveaux modes de production, de consommation au plus près de la production, de sources d'emploi à la fois pour le démantèlement des centrales, soit à charbon ou nucléaire, et sources d'innovation et de réflexion sur un territoire sur lequel il faut effectivement mettre tous nos efforts, toute notre intelligence pour y arriver. Et donc c'est comme ça, je pense, qu'on peut y arriver. C'est en associant nos concitoyens, les entreprises de l'extérieur, en disant oui, on va vous aider, c'est essentiel, tout le monde a compris l'urgence, et on va y aller ensemble, et on va se donner tous les moyens de réussir. Donc Alexandre, alors oui, l'efficacité des transpositions, c'est un très bon point. Alors je dois avouer, ça devra faire peut-être l'objet d'un rapport complémentaire. Et c'est vrai qu'on a un peu la maladie de rajouter des choses alors que ce qu'on a déjà proposé n'est pas mis en œuvre. Donc je pense que ça milite effectivement pour un pilotage plus fin et pour une gouvernance finalement plus exigeante, à la fois exigeante et bienveillante. Exigeant dans le sens, vous êtes engagé à quelque chose, il faut le faire. Bienveillant dans le sens, bah oui, il peut y avoir des obstacles, des difficultés. Comment est-ce qu'on va vous aider non pas en sanction, mais ok, comment est-ce qu'on peut faire ensemble collectivement pour y arriver? Mais ça supposerait effectivement un travail complémentaire. Bon, j'ai traité, je pense, la question d'intermittence. Donc, effectivement, les réseaux électriques connectés, les possibilités de stocker l'énergie au plus proche de l'endroit où elle est produite et de manière à pouvoir la réinjecter. La question de la sécurité de l'approvisionnement, oui, effectivement, très important. Mais donc, ça veut dire les réseaux électriques, les réseaux de partage du gaz, effectivement, puisqu'on a aussi la dépendance du gaz pays comme la Russie. Et donc finalement, le développement des énergies renouvelables, de l'énergie produite sur place, c'est une des meilleures réponses finalement à la dépendance énergétique. Et réduire la consommation d'énergie, c'est aussi réduire la dépendance énergétique.
Donc, cher Nicole, hein, par rapport effectivement à l'interpellation sur le suivi de l'accord de Paris, bah oui, ça c'est clair, c'est difficile. Il y a un certain nombre de signes encourageants, le dialogue de Talanoa pour effectivement accompagner cette réflexion pour comment mettre concrètement en œuvre l'accord de Paris. Bon, j'ai déjà cité les engagements que peuvent prendre des opérateurs privés. Il faut effectivement jouer sur les deux tableaux. Et donc c'est vrai que dans ce paquet, on a parlé de la transition énergétique qui touche l'énergie, donc qui touche la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Mais effectivement, l'autre champ, et c'est là l'enjeu effectivement pour une agriculture aussi, de contribuer à cette absorption du CO2, hein, puisque les émissions à effet de serre, on joue sur le flux, il faut travailler sur le stock et il faut travailler en même temps et finalement jouer sur l'ensemble des tableaux. Mais là aussi, on n'aura rien sans rien. Et donc ça mériterait sans doute effectivement un rapport complémentaire. Et je sais que la Commission réfléchit à un travail sur les innovations de rupture. Je pense que les innovations de rupture, elles ont clairement un champ direct dans le champ de la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. Enfin, je pense effectivement l'exemple de montrer la mesure de la consommation. Là, j'aime bien cette idée du thermographe. Nous-mêmes, dans tous les foyers, vous savez qu'on est en train de mettre en œuvre ces compteurs intelligents Nikis, alors qu'ils font l'objet de beaucoup de défiance parce que voilà, nos concitoyens ont peur d'être finalement fichés, surveillés, etc. Mais il faut donc travail d'éducation pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Et effectivement, lorsqu'on prend conscience de ce qu'on consomme, eh bien, on peut réagir. Et donc, c'est là où il faut, je pense qu'on a un travail essentiel, et là, je pense que la représentation nationale, l'Union européenne doit s'emparer, expliquer ces enjeux de manière effectivement pédagogique, montrer que c'est des efforts, mais que voilà, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, hein. Nous le faisons pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est ce qu'on leur doit, hein. C'est notre dette morale, et ça suppose de faire des efforts, et ça suppose d'accepter de changer nos façons de faire. Et je pense qu'on n'en sera pas plus malheureux. Au contraire, on en sera plus heureux, hein, dans un monde qui effectivement peut être plus solidaire, plus effectivement respectueux de l'environnement et qui est porteur, on l'a dit, de nouveaux métiers et de nouvelles opportunités. Donc je pense que allons-y. Je crois qu'il faut être confiant. Je crois qu'il faut vraiment résister à la morosité ambiante. Il faut montrer oui. Il faut pas nier les défis. Mais il faut y aller de manière déterminée et résolue. Je vous remercie. Merci.